Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la Grèce antique, à l'époque où Athènes brillait comme jamais auparavant. Voici l'histoire de Périclès, l'homme qui transforma une cité en un symbole éternel de culture, de démocratie et de beauté. Visionnaire, orateur, stratège et protecteur des arts, il guida Athènes vers son âge d'or, celui de l'acropole, de la philosophie et de la grandeur politique. À travers cette série, nous découvrirons son parcours, ses triomphes, ses contradictions et l'héritage qu'il a laissé à l'humanité. Si vous aimez les récits qui redonnent vie à l'histoire, abonnez-vous, laissez un like et préparez-vous. Nous commençons maintenant l'épopée de Périclès, le bâtisseur d'Athènes. Périclès naît au tout début du vieux siècle avant notre ère, à une époque où Athènes est, apprête à devenir elle, un des plus grands foyers de civilisation que le monde ait jamais connu. Sa famille appartient à l'élite aristocratique de la cité. Son père, Xanthippe, est un homme politique respecté, connu pour son courage lors de la bataille de Mycale contre les Perses. Sa mère, Agaristée, descend de la puissante lignée des Alcméonides, une famille noble mêlée depuis longtemps aux affaires d'État. Dès sa naissance, le destin de Périclès semble lié à celui de Athènes. Il est destiné à régner non par le sang, mais par l'intelligence. Son enfance se déroule dans un environnement où la politique, la philosophie et les arts se croisent. Dans les demeures nobles d'Athènes, les discussions ne se limitent pas aux affaires domestiques. On y parle de justice, de courage, de devoirs civiques. Très tôt, le jeune Périclès est exposé à cette atmosphère d'idées en ébullition, d'idéaux et de débats. Il n'est pas un enfant ordinaire. On raconte qu'il était calme, réfléchi, parfois distant, préférant la réflexion au bruit des jeux. Ce tempérament réservé, presque austère, impressionne ceux qui le connaissent. Certains y voient déjà le signe d'un esprit d'exception. L'éducation de Périclès est à la hauteur de sa naissance. Son père veille à ce qu'il reçoive l'enseignement des meilleurs maîtres de son temps. Il étudie la musique, la poésie, la rhétorique, la philosophie et la gymnastique. Un équilibre parfait entre le corps et l'esprit, comme le voulait l'idéal grec. Parmi ses professeurs figure le musicien Damon, célèbre pour sa vision morale de la musique. Damon ne lui enseigne pas seulement l'art des sons, mais aussi l'harmonie de l'âme, la mesure et la discipline, valeurs qui marqueront toute sa vie publique. Mais c'est sans doute la rencontre avec Anaxagore de Clazomène qui aura sur lui l'influence la plus décisive. Ce philosophe ionien introduit Périclès à la pensée rationnelle, à la recherche des causes naturelles derrière les phénomènes. Dans un monde encore nourri de mythes, Anaxagore enseigne que le cosmos obéit à un ordre, non à la volonté capricieuse des dieux. Ce contact avec la philosophie naturaliste éveille en Périclès un esprit critique et une curiosité sans bornes. Il apprend à raisonner, à questionner les certitudes, à douter avant de juger. C'est dans ce terreau que germera plus tard sa conception du pouvoir fondée sur la raison plutôt que sur la superstition. Son éducation artistique est tout aussi marquante. La Grèce du vieux siècle est en pleine effervescence créative. Les poètes tragiques commencent à donner forme à une nouvelle manière de penser le destin humain. Le jeune Périclès assiste peut-être aux premières représentations d'Échille, dont les héros parlent de devoir et de justice. Ces œuvres nourrissent en lui un idéal moral, les idées que la grandeur réside dans la mesure, que le pouvoir doit être exercé avec dignité. Physiquement, Périclès ne passe pas inaperçu. Les auteurs anciens le décrivent comme un homme à la tête allongée, au visage imposant, doté d'une prestance presque divine. Ce détail, souvent tourné en dérision par ses adversaires, contribuera paradoxalement à son aura. On le compare parfois à un dieu, à Zeus lui-même. Plus tard, il saura transformer cette singularité en un signe de majesté, cultivant la distance qui renforce le respect. Dans son adolescence, Périclès observe de près la vie politique d'Athènes. La cité se reconstruit après les guerres médiques. Elle vient de repousser la plus grande menace de son histoire, celle de l'Empire perse. L'héroïsme des batailles de Marathon, de Salamine et de Platée nourrit un sentiment d'unité et de fierté collective. Mais derrière cette gloire se cachent déjà des tensions. L'aristocratie traditionnelle, fière de ses privilèges, s'oppose à un peuple de plus en plus conscient de sa force. Ces contrastes sociaux et politiques éveillent à la curiosité du jeune homme, qui comprend que le véritable avenir d'Athènes ne dépendra pas seulement de la guerre, mais de la sagesse avec laquelle on saura gouverner la paix. Est également à cette époque
car il commence à fréquenter les cercles intellectuels de la cité. Il écoute les sophistes, débat avec les poètes, observe les magistrats et apprend à manier le langage avec précision. À Athènes, la parole est le plus grand des pouvoirs. Elle peut convaincre, unir ou diviser. Périclès s'y prépare comme un athlète se prépare au combat, non pour séduire, mais pour dominer par la clarté et la logique. Son caractère se forge lentement. Il apprend à maîtriser ses émotions, à contrôler sa voix et ses gestes. Contrairement à d'autres jeunes aristocrates qui s'exhibent sur l'agora, il reste discret, préférant la réflexion à l'agitation. Cette retenue lui vaut un surnom ironique, l'Olympien. On dit qu'il parle peu, mais que chaque mot qu'il prononce est pesé. Cette sobriété, loin d'être un défaut, deviendra plus tard l'un des piliers de son autorité morale. La jeunesse de Périclès se déroule donc entre deux mondes, celui des traditions aristocratiques et celui de une démocratie naissante. Il hérite de la discipline des anciens, mais adopte la liberté des nouveaux citoyens. Cet équilibre rare entre noblesse et ouverture le prépare à devenir un pont entre les classes, un homme capable de comprendre les ambitions du peuple sans renier son éducation élitiste. Quand il atteint l'âge adulte, Athènes est à un tournant. La cité s'affirme comme la puissance dominante de la mer Égée, mais son système politique reste fragile. Les luttes internes menacent d'éclater à tout moment. C'est dans ce contexte que Périclès, encore jeune, commence à envisager un rôle public. Il n'est pas pressé. Son ambition n'est pas celle d', un conquérant avide de gloire, mais celle d'un bâtisseur patient. Il sait que pour guider Athènes, il faudra plus que du courage. Il faudra de la sagesse, de la raison et une foi inébranlable dans la grandeur humaine. Qu'ainsi se clôt le premier chapitre de sa vie, celui d'un enfant né dans la lumière des dieux, formé par les plus grands esprits de son temps et prêt à transformer les idéaux de la philosophie en principes de gouvernement. Elle, homme qui seul apprête à entrer dans l'arène politique, ne sera pas un chef comme les autres. Il sera le visage d'une Athènes nouvelle, plus audacieuse, plus juste et plus belle. Lorsque Périclès entre dans la vie publique, Athènes est une cité en transformation. Après la victoire contre les Perses, la démocratie a pris racine, mais elle reste fragile, contestée par les grandes familles aristocratiques qui voient d'un mauvais œil la montée du pouvoir du peuple. Le jeune Périclès, issu justement de cette noblesse, avance avec prudence. Il sait que ses origines peuvent susciter la méfiance, mais il comprend aussi que le peuple, désormais acteur central de la politique, est la véritable force d'Athènes. Son entrée sur la scène politique n'est pas marquée par des gestes spectaculaires. Il observe, écoute, apprend les rouages du pouvoir. Contrairement à d'autres ambitieux, il ne cherche pas immédiatement les honneurs. Cette patience étonne. Il se forge une réputation d'homme réfléchi, méthodique, presque distant. Mais derrière cette retenue se cache une stratégie claire, comprendre les passions de la cité avant de tenter de les diriger. Son premier mentor politique est Éphialtès, un homme profondément attaché aux idéaux démocratiques. Éphialtès milite pour limiter le pouvoir du vieil Aréopage, cette institution dominée par les nobles, vestige d'un passé aristocratique. Périclès se tient à ses côtés, apprenant à manier la parole comme une arme et à se faire la voix du peuple sans tomber dans la démagogie. Cette alliance avec Éphialtès lui permet d'entrer dans le camp démocrate sans renier sa noblesse. Il devient le trait d'union entre deux mondes. Dans l'assemblée du peuple, il se distingue rapidement par son éloquence. Sa voix n'est pas celle d'un tribun emporté par la passion, mais celle d'un orateur qui raisonne, qui explique, qui convainc par la logique. Sa parole a quelque chose d'hypnotique. Calme, mesuré, mais d'une autorité incontestable. Aristote dira plus tard que Périclès commandait par la parole, tant son discours semblait une extension naturelle de sa pensée rationnelle. Peu à peu, il gagne la confiance du peuple. Il ne promet pas des miracles, mais une Athènes gouvernée par la justice et la raison. Sa noblesse, loin d'être un handicap, devient un gage de crédibilité. Les Athéniens voient en lui un homme assez élevé pour ne pas être corrompu, mais assez proche pour comprendre leurs besoins. Ce subtil équilibre forge son image de chef moral, plus que politique. La mort d'Éphialtès, assassiné par des partisans de l'aristocratie, marque un tournant. Périclès hérite alors du leadership du Parti démocrate. Beaucoup craignent qu'il ne soit pas à la hauteur,
mais il surprend ses adversaires par sa fermeté. Il poursuit les réformes engagées par son mentor. Le pouvoir de l'aréopage est réduit, les magistratures deviennent accessibles à un plus grand nombre de citoyens et les institutions populaires se renforcent. Athènes s'oriente résolument vers un régime où chaque citoyen libre peut participer à la vie publique. Périclès n'agit pas seulement par conviction idéologique. Il comprend que la démocratie, pour survivre, doit s'appuyer sur une base solide. Il favorise donc l'instauration de salaires pour les fonctions publiques, permettant aux plus modestes de siéger dans les jurys et de participer aux décisions politiques. Cette mesure, d'apparence simple, change tout. La participation n'est plus un privilège de riches, mais un droit pour tous. Certains aristocrates crient à la démagogie, mais Périclès voit plus loin. Il sait que la stabilité d'Athènes repose sur la cohésion civique, pas sur les privilèges. Ses adversaires politiques, notamment Cimon, fils de Miltiade, incarnent une vision opposée. Cimon prône la continuité des traditions aristocratiques et une politique d'alliance avec Sparte. Périclès, au contraire, défend une Athènes indépendante, maîtresse de son destin et de sa mère. Entre les deux hommes se joue l'avenir de la cité. Le peuple finit par trancher. Cimon est ostracisé, c'est-à-dire exilé par un vote populaire. À partir de ce moment, Périclès devient la figure dominante de la démocratie athénienne. Mais le pouvoir ne le grise pas. Sa gouvernance reste mesurée, prudente. Il refuse les excès de flatterie envers le peuple et efforce d'éduquer les citoyens autant que de les diriger. Pour lui, la démocratie n'est pas un prétexte à la désordre, mais un idéal exigeant. Elle demande discipline, participation et lucidité. Il répète souvent que la liberté réside dans la sagesse du peuple. Ce n'est pas un slogan, mais une conviction profonde. Un peuple éduqué est plus difficile à manipuler, et c'est dans cette éducation collective qu'il place sa foi. Sous sa direction, Athènes connaît une nouvelle stabilité. Il organise les finances publiques, renforce la flotte et supervise la reconstruction des monuments détruits par les Perses. Mais il agit toujours avec prudence, cherchant le consensus plutôt que la confrontation. Cette attitude, parfois perçue comme froide, révèle sa conception du pouvoir. Le chef doit être la raison au milieu des passions. Les premières années de sa carrière politique forgent donc son style. Calme, constant, méthodique. Il ne cherche ni la gloire immédiate ni les coups d'éclat. Il avance lentement, consolidant chaque victoire, éliminant les tensions sans violence inutile. Ses ennemis, frustrés de ne pouvoir le prendre en faute, le surnomment ironiquement « le roi sans couronne ». Mais ce titre, qu'il croit insultant, décrit en réalité ce qu'il deviendra, le guide incontesté d'Athènes, gouvernant non par la force, mais par le prestige moral. Son rapport avec le peuple se transforme alors. Au début, il était un noble parmi les démocrates, désormais, il est le symbole même de la démocratie athénienne. Les citoyens voient en lui non un chef imposé, mais un représentant de leurs aspirations. Dans les assemblées, lorsqu'il prend la parole, le silence se fait. Ses discours ne cherchent pas à enflammer, mais à élever. Il parle de la grandeur d'Athènes, de la beauté du devoir civique, de la nécessité d'agir non pour soi, mais pour la cité. Ainsi, Périclès parvient à réaliser un équilibre presque impossible, concilier la sagesse aristocratique et la vitalité démocratique, la raison et la passion, la mesure et la grandeur. Dans un monde politique souvent instable, il devient un repère. Et même ses adversaires, bien qu'ils le redoutent, reconnaissent en lui une intégrité rare. Peu à peu, son influence s'étend à tous les domaines de la vie athénienne. Il commence à envisager une transformation profonde de la cité, non seulement dans ses lois, mais dans son âme. Pour Périclès, gouverner, ce n'est pas seulement administrer, c'est inspirer. Et c'est cette vision, à la fois politique et poétique, qui le conduira bientôt à entreprendre la plus grande œuvre de sa vie. Faire des Athènes, le centre du monde grec, le miroir éclatant de la raison et de la beauté humaine. Au fil des années, la stature de Périclès s'impose avec une évidence tranquille. Dans une cité habituée aux changements brusques, il incarne la constance. À mesure que sa voix résonne dans l'Ecclésia, l'assemblée du peuple, Athènes se transforme sous ses mots. Ce n'est plus seulement un homme politique, c'est un guide moral, une conscience collective. Son autorité n'a rien d'imposé, elle est née de la confiance. Le peuple qui le voit à l'œuvre depuis des années
reconnaît en lui une rare combinaison de sagesse, d'intégrité et de lucidité. Périclès n'est pas un démagogue. Il ne flatte pas les foules, il les élève. Ses discours sont à la fois précis et poétiques, empreints d'une gravité mesurée qui inspire le respect. Il sait que les passions gouvernent souvent les hommes, mais il croit qu'un orateur digne de ce nom doit les orienter, non les exploiter. Dans l'Agora, on raconte que lorsqu'il parlait, le tumulte des marchands se taisait. Les citoyens s'arrêtaient, captivés. Il ne criait pas, ne gesticulait pas. Sa voix, ferme et harmonieuse, semblait porter une autorité naturelle, celle d'un homme qui croit en ce qu'il dit. Ses adversaires politiques tentent parfois de le provoquer, de le pousser à la colère. Mais Périclès reste imperturbable. Son calme devient légendaire. Même lorsqu'il est insulté publiquement, il garde son sang-froid, persuadé qu'un dirigeant doit se gouverner lui-même avant de prétendre gouverner les autres. Ce contrôle absolu de lui-même renforce encore son prestige. Le peuple voit en lui une figure presque surhumaine, un Zeus civique, comme diront plus tard certains auteurs. Sous son impulsion, la démocratie athénienne prend une forme nouvelle. Ce n'est plus seulement un système de participation, c'est un véritable projet de société. Périclès veut une Athènes où chaque citoyen se sente responsable du destin collectif. Il encourage la rotation des charges, la rémunération des fonctions publiques et la participation active aux tribunaux populaires. Ces réformes déjà amorcées trouvent avec lui leur cohérence. Il crée un modèle politique où le pouvoir du peuple est encadré par des institutions solides, garantissant à la fois la liberté et la stabilité. Mais cette transformation ne se fait pas sans tension. Les aristocrates voient d'un mauvais œil l'extension du pouvoir populaire, qu'ils perçoivent comme une menace pour leurs privilèges. Périclès, lui, comprend que la démocratie n'est pas l'ennemi de l'ordre, mais sa meilleure garante, à condition qu'elle soit éclairée. Il s'efforce donc de maintenir un équilibre subtil, donner au peuple la voix la plus forte possible sans laisser la cité sombrer dans l'anarchie. Cette idée d'équilibre deviendra la marque de son gouvernement. La manière dont il exerce le pouvoir fascine ses contemporains. Il n'a pas de titre monarchique, pas de mandat permanent, mais son influence dépasse celle de n'importe quel roi. Son autorité repose sur la persuasion, sur la confiance et sur une compréhension aiguë du fonctionnement collectif. Il sait quand parler, quand se taire, quand céder pour mieux avancer. Cette maîtrise du temps politique lui permet de durer. Tandis que d'autres brûlent vite dans la gloire, lui construit patiemment un pouvoir solide, presque invisible, mais indestructible. Son rapport au peuple est fondé sur une idée qu'il ne cesse de répéter « La grandeur des Athènes ne vient pas d'un homme, mais de la cité elle-même ». Périclès se présente comme le serviteur de cette idée. C'est là toute son habileté. Il concentre le pouvoir sans jamais en donner l'impression. En défendant sans relâche les intérêts du peuple, il se rend indispensable, tout en renforçant l'autorité morale de l'État. Dans ses discours, il redéfinit la démocratie avec des mots qui résonneront à travers les siècles. Pour lui, la liberté n'est pas le désordre, mais la possibilité pour chacun de s'élever. La justice n'est pas l'égalité absolue, mais la reconnaissance du mérite. La grandeur d'une cité, enfin, ne se mesure pas à sa richesse, mais à la dignité de ses citoyens. Ces principes, qu'il exprime avec force et clarté, donnent à Athènes une identité nouvelle, celle d'une cité éclairée, où le peuple n'est pas seulement gouverné, mais acteur de sa propre destinée. Pourtant, cette démocratie porte en elle une contradiction profonde. Tandis que Périclès en renforce les fondations, son propre pouvoir devient de plus en plus personnel. Il domine la vie politique d'Athènes sans partage, au point que certains le comparent à un tyran déguisé. Lui-même en est conscient, mais il accepte ce paradoxe. Dans une démocratie, il faut parfois un guide unique pour maintenir l'unité. Ce paradoxe sera la grande énigme de son règne. Comment concilier le pouvoir d'un seul avec la souveraineté de tous? Son autorité repose aussi sur une gestion exemplaire des finances et de la diplomatie. Sous sa direction, les ressources de la Ligue de Délos, initialement destinées à la défense commune contre la Perse, sont peu à peu utilisées pour embellir Athènes. Ce choix, que d'aucuns jugent scandaleux, symbolise la vision péricléenne, faire de la cité la vitrine du monde grec, le cœur battant de la civilisation. Le trésor de la Ligue, transféré à Athènes,
devient le moteur de cette ambition. Périclès sait que le pouvoir politique ne suffit pas. Pour gouverner durablement, il faut inspirer. C'est pourquoi il s'entoure d'artistes, d'architectes et de philosophes. Il comprend que la beauté est une forme de puissance, qu'elle parle là où les lois se taisent. En cultivant les arts, il consolide l'identité athénienne. La cité se voit comme la gardienne de l'harmonie, du savoir et de la liberté. Cette vision culturelle est inséparable de sa stratégie politique. L'art devient un instrument de cohésion, une manière de rappeler à chaque citoyen que l'excellence est un devoir collectif. Peu à peu, Athènes s'organise autour de lui. Les institutions fonctionnent, mais leur impulsion vient de sa pensée. Il n'a pas besoin d'imposer. Il oriente, il inspire, il fédère. Même ses ennemis doivent reconnaître son efficacité. Thucydide, l'historien, écrira que sous Périclès, Athènes était nominalement une démocratie, mais en réalité, le pouvoir appartenait aux premiers citoyens. Une phrase qui résume toute la complexité de son règne. Un gouvernement populaire dirigé par un homme d'exception. Mais Périclès n'est pas dupe de sa propre gloire. Il sait que la faveur du peuple est instable, qu'elle peut se retourner en un instant. Il veille donc à ne jamais se laisser emporter par les flatteries. Sa maison reste sobre, sa vie privée discrète. Il refuse les banquets tapageurs, les démonstrations de richesse. Cette sobriété volontaire contraste avec la magnificence publique qu'il promeut. Il donne tout à la cité et garde peu pour lui-même, un message politique aussi fort que ses discours. Ainsi, l'ascension de Périclès ne ressemble pas à une conquête, mais à une construction. Pas à pas, il bâtit un pouvoir durable, fondé sur la raison, la confiance et la grandeur morale. En redéfinissant la démocratie athénienne, il lui donne un visage humain, celui d'un homme qui croit en la vertu du savoir et en la puissance de la parole. L'âge d'or d'Athènes est en marche, et son nom désormais se confond avec celui de la cité qu'il façonne. Sous la direction de Périclès, Athènes cesse d'être simplement une cité puissante. Elle devient un idéal incarné. C'est l'époque où la pierre, la pensée et la parole s'unissent pour bâtir un monde nouveau. Après des décennies de guerres et de luttes internes, la ville se relève avec une ambition démesurée, celle d'être non seulement la force dominante de la Grèce, mais aussi son cœur spirituel. Périclès comprend que le prestige politique et militaire ne suffit pas. Une cité ne vit vraiment que par la beauté qu'elle crée et la culture qu'elle rayonne. Son projet le plus audacieux naît une idée simple, faire Athènes un monument vivant à la gloire de l'humanité. Pour cela, il entreprend un vaste programme de reconstruction et d'embellissement. Les temples détruits par les Perses des décennies plus tôt sont relevés, mais pas à l'identique. Ils doivent surpasser tout ce qui a été fait auparavant. L'acropole devient le cœur symbolique de ce renouveau. Sous sa direction, la colline sacrée se couvre de marbre blanc, de colonnes parfaites, de statues majestueuses. Ce chantier colossal, financé en partie par le trésor de la Ligue de Délos, mobilise des centaines d'artisans, de sculpteurs, d'ingénieurs et de philosophes. Au centre de ce projet monumental se trouve Phidias, le sculpteur le plus célèbre de son temps et ami proche de Périclès. Ensemble, ils partagent une vision commune, faire de la beauté un langage universel. Phidias conçoit les statues colossales d'Athéna et de Zeus, chefs-d'œuvre qui incarnent la grandeur et la sagesse. Sous ses mains, la pierre semble respirer, la divinité prend forme humaine. Le Parthénon, chef-d'œuvre absolu de l'architecture classique, devient le symbole de cette alliance entre art et politique. Périclès ne le voit pas seulement comme un temple, il y voit une déclaration au monde, celle de casse une civilisation qui place la raison, la mesure et l'harmonie au sommet de ses valeurs. Mais la vision péricléenne dépasse l'architecture. Il veut qu'Athènes devienne le foyer de toutes les disciplines humaines. La tragédie, la philosophie, la rhétorique, les sciences, tout y fleurit sous son impulsion. Il encourage les artistes et les penseurs, leur accorde protection et liberté. À une époque où beaucoup de cités grecques redoutent les idées nouvelles, Périclès ouvre les portes d'Athènes à tous les esprits curieux. La cité devient un aimant pour les talents de tout le monde grec. Sophocle, le dramaturge, est l'un de ceux qui bénéficient de ce climat exceptionnel. Ces tragédies, nourries de réflexions morales et politiques, trouvent à Athènes un public attentif et passionné. Le théâtre devient un lieu d'éducation civique. Sur scène,
les héros affrontent la justice, la fatalité et le devoir. En soutenant ces représentations, Périclès comprend que l'art dramatique peut enseigner ce que la loi ne peut imposer, la conscience morale. Chaque tragédie est une leçon sur la responsabilité humaine, un miroir tendu à la cité. Parallèlement, les philosophes trouvent en Périclès un protecteur précieux. Anaxagore, son ami et maître spirituel, réside à Athènes sous sa protection. Sa pensée révolutionnaire, fondée sur la raison et la recherche des causes naturelles, scandalise parfois les traditionalistes. Mais Périclès défend farouchement sa liberté d'expression. Il sait que la grandeur intellectuelle naît du débat, non de la censure. Grâce à lui, Athènes devient le lieu où l'esprit peut s'épanouir sans peur. On y discute de tout, des astres, des dieux, de la matière, du sens de la vie. C'est un bouillonnement permanent d'idées, un laboratoire de civilisation. Ce renouveau artistique et intellectuel se reflète aussi dans la vie quotidienne. Les places publiques s'animent de discussions politiques, les écoles de philosophie se multiplient, les artisans perfectionnent leur art. L'architecture, la sculpture, la poésie, la musique, tout obéit désormais à un idéal commun, celui de la beauté mesurée. La cité devient une œuvre d'art collective, une composition où chaque citoyen, du plus humble au plus érudit, joue sa part. Périclès n'agit pas par simple amour du prestige. Il voit dans la culture un outil politique. En magnifiant Athènes, il renforce son unité. Le peuple fier de sa cité trouve dans la beauté un sentiment d'appartenance et de fierté partagée. L'art devient un ciment social. Les grands travaux ne sont pas qu'un ornement. Ils nourrissent aussi l'économie, créant des emplois pour des milliers d'artisans, sculpteurs et ouvriers. Chacun, à sa manière, participe à la gloire d'Athènes. Ce lien entre art, économie et politique est une innovation majeure. Cette vision globale fait d'Athènes la capitale intellectuelle du monde antique. Des penseurs venus de tout le monde grec s'y pressent, philosophes d'Ionie, architectes de Corinthe, poètes de Lesbos. On y débat de tout, sans peur du conflit des idées. Ce foisonnement crée un climat de liberté inédit. L'éducation devient une valeur centrale. Chaque citoyen doit apprendre à penser, à raisonner, à juger. Sous Périclès, la culture devient le fondement même de la démocratie. Cependant, cette effervescence n'est pas sans critique. Certains voient dans les dépenses colossales du Parthénon un détournement des fonds de la Ligue de Délos. Les cités alliées murmurent que le corps de leur tribu sert à embellir Athènes plutôt qu'à les protéger. Périclès répond avec une logique implacable. Tant que la cité assume la défense de tous, elle a le droit d'utiliser les ressources communes comme elle l'entend. C'est une justification politique habile, mais aussi une affirmation de puissance. Athènes est plus seulement une alliée parmi des autres. Elle est la métropole de la Grèce. À travers ces années fastes, un nouveau type de citoyen émerge, cultivé, fier, participatif. L'éducation civique et esthétique, soutenue par Périclès, donne naissance à une conscience collective inédite. On ne vit plus seulement pour soi, mais pour la cité. Le mot athénien devient synonyme d'intelligence et d'élégance. Dans le monde grec, cette réputation rayonne comme une lumière. Athènes est désormais l'école de la Grèce, selon la belle formule que Périclès lui-même utilisera plus tard. Sa relation avec Phidias illustre parfaitement ce lien entre pouvoir et art. Les deux hommes s'admirent mutuellement, l'un construit par la pierre, l'autre par la parole. Mais leur amitié attire aussi la jalousie. Certains accusent Phidias d'avoir détourné de l'or destiné aux statues d'Athéna, d'autres l'accusent d'impiété. Ces attaques visent en réalité Périclès lui-même, symbole d'un pouvoir trop éclatant. Malgré les calomnies, il continue son œuvre, convaincu que la postérité jugera avec plus de justice que ses contemporains. Sous son impulsion, Athènes devient une cité unique dans l'histoire, à la fois forteresse, école, atelier et temple. La beauté de ses monuments, la profondeur de sa pensée et la vitalité de son peuple en font un modèle de civilisation. Le projet de Périclès dépasse le simple urbanisme. Il façonne une idée universelle, celle d'une humanité capable de se surpasser par la raison, l'art et la liberté. Ainsi s'achève l'une des plus éclatantes périodes de l'histoire antique. Athènes, métamorphosée, resplendit de mille feux. Mais derrière la splendeur, Périclès sait que les défis demeurent, car plus une cité s'élève, plus son équilibre devient fragile.
L'âge d'or qu'il a façonné est aussi un sommet périlleux, où chaque décision, chaque tension, peut faire basculer la gloire en tragédie. Sous le gouvernement de Périclès, Athènes entre dans une phase où la puissance devient sa seconde nature. Ce n'est plus seulement la cité des philosophes et des artistes, mais l'empire d'une thalassocratie, un royaume sur les flots. Tout commence avec la Ligue de Délos, une alliance militaire fondée après les guerres médiques pour protéger les cités grecques contre la menace perse. En théorie, chaque membre contribue à une flotte commune, destinée à garantir la liberté du monde grec. En pratique, sous l'influence de Périclès, cette ligue se transforme peu à peu en instrument de domination athénienne. Les tribus versées par les alliés affluent à Athènes, d'abord déposées dans le sanctuaire d'Apollon sur l'île de Délos, puis transférées, par décision de Périclès, dans le trésor de l'Acropole. Ce geste hautement symbolique marque un tournant. Athènes n'est plus une simple coordinatrice d'alliances. Elle devient la détentrice du pouvoir financier et militaire du monde égéen. Grâce à ses ressources, la cité se dote d'une flotte immense, d'arsenaux modernes, de murailles grandioses. Elle contrôle les mers, les routes commerciales, les ports. Chaque navire qui traverse l'Égée semble porter l'ombre du grand stratège. Périclès justifie cette concentration de pouvoir par un discours habile. Athènes, dit-il, protège ses alliés et mérite donc leur tribut. Sa rhétorique repose sur une logique de responsabilité. Pour lui, la domination n'est pas une oppression, mais une mission. Il veut croire à une hégémonie éclairée, où la supériorité athénienne sert à diffuser la civilisation et la stabilité. Mais dans les faits, cette hégémonie s'apparente de plus en plus à un empire. Les cités qui contestent les hautes autorités d'Athènes sont rappelées à l'éco-ordre par la force. Certaines sont réduites à la soumission, d'autres rasées. Ce contraste entre idéaux démocratiques et impérialisme brutal hante la conscience de Périclès. Il est à la fois, homme de la liberté et le chef une domination incontestable. Il sait que la démocratie athénienne repose sur la participation du peuple, mais aussi sur les richesses extorquées aux alliés. C'est là tout le paradoxe de son époque. La liberté intérieure d'Athènes alimente de la dépendance extérieure des autres. Le citoyen athénien peut débattre librement à l'Assemblée parce qu'un marin de Chios ou de Lesbos travaille pour entretenir sa flotte. Périclès n'ignore pas cette contradiction, mais pour lui, la fin justifie les moyens. Il croit que seule une Athènes forte peut garantir la survie de la démocratie. Si la cité faiblit, la liberté meurt avec elle. Il transforme donc la puissance en nécessité morale. Dominer, c'est protéger. Ce raisonnement, redoutablement cohérent, confère à son autorité une aura de légitimité. Le peuple, séduit par les victoires et la prospérité, l'acclame sans réserve. Les trières rentrent triomphantes au port du Pirée, chargées de butin et d'honneur. Athènes devient la maîtresse des mers, un empire qui se nourrit de son propre éclat. Le port du Pirée, réaménagé par Thémistocle et perfectionné sous Périclès, devient le cœur battant de cet empire maritime. Ses quais grouillent d'activités. Marchands, soldats, esclaves, artisans, diplomates, tous s'y croisent. C'est une Athènes cosmopolite, ouverte sur le monde, riche de contacts et de contrastes. Le commerce y prospère. Le blé vient d'Égypte, le vin de Chios, le marbre de Paros. L'or circule, les idées aussi. Sous ce flot de richesses, la cité respire la confiance. Les murailles reliant Athènes au Pirée, construites sur l'ordre de Périclès, garantissent un lien vital entre la mer et la ville, entre le commerce et la survie. Pourtant, derrière cette prospérité, des tensions s'accumulent. Les alliés supportent de plus en plus mal la tutelle athénienne. Certains se révoltent, comme Naxos ou Thasos, espérant retrouver leur indépendance. Les révoltes sont réprimées sans pitié. Les flottes athéniennes imposent des garnisons, des tribus accrues, parfois même des régimes démocratiques calqués sur celui d'Athènes. L'idéalisme politique devient un instrument de contrôle. Exporter la démocratie devient une façon d'asseoir la domination. C'est un paradoxe fascinant. Au nom de la liberté, Athènes enchaîne ses voisins. Périclès reste lucide sur le danger de la démesure. Il connaît les leçons de l'histoire grecque. Chaque cité qui est crue invincible a fini par tomber sous le poids de son orgueil. Il cherche donc à contenir la violence de l'expansion, à stabiliser l'empire sans le pousser à la guerre permanente.
Mais la machine impériale, une fois lancée, échappe partiellement à son contrôle. La puissance engendre la peur appelle la méfiance, et la méfiance mène au conflit. Les tensions avec Sparte et ses alliés du Péloponnèse s'exacerbent. Le monde grec glisse lentement vers une rivalité fatale. Pour Athènes, cette période est aussi celle d'une transformation intérieure. Le pouvoir de l'Assemblée, c'est-à-dire du peuple, s'accroît. Mais en réalité, c'est Périclès qui dirige tout, sans jamais paraître tyrannique. Son autorité repose sur la persuasion plus que sur la contrainte. Il parle rarement, mais chaque mot prononcé à la tribune pèse plus qu'un décret. Son éloquence est telle que ses adversaires le surnomment l'Olympien, tant il semble dominer les débats comme un dieu au-dessus des hommes. Il a compris que la véritable puissance politique ne réside pas dans la force, mais dans la maîtrise des esprits. Sous son impulsion, Athènes devient une démocratie dirigée par la raison d'un seul. Il incarne une forme d'aristocratie intellectuelle au sein d'un régime populaire. Cette position unique entre le peuple et le pouvoir lui permet de concilier des forces opposées, l'idéalisme démocratique et la discipline impériale. Dans cette tension, il forge un modèle inédit de gouvernement, où la grandeur collective repose sur la vision d'un individu. Mais l'ombre de l'impérialisme ternit peu à peu la splendeur athénienne. Les cités soumises commencent à percevoir Athènes comme un nouveau maître, aussi exigeant que les anciens tyrans. Même certains citoyens athéniens s'interrogent. La démocratie peut-elle survivre si elle repose sur la domination des autres? Ces doutes restent minoritaires, mais ils creusent lentement le sol sous les pieds de la cité. Périclès, malgré sa lucidité, ne parvient pas à résoudre ce dilemme. Son rêve de grandeur universelle porte en lui la graine de la discorde. Pourtant, dans ces années de gloire, Athènes atteint un éclat sans précédent. Ses ports sont pleins, ses coffres regorgent d'or, ses théâtres retentissent de poésie, ses temples rayonnent sous le soleil. Le monde la regarde avec admiration ou jalousie. Elle incarne tout ce que la civilisation grecque a de plus élevé et de plus fragile. Périclès sait que cet équilibre repose sur un fil tendu entre liberté et autorité, justice et ambition, raison et orgueil. Il marche dessus avec une assurance presque divine, sans savoir que le vent de la guerre commence déjà à souffler sur l'horizon du Péloponnèse. Ainsi s'achève l'apogée de la puissance athénienne. La mer Égée est devenue un lac sous le contrôle de la cité d'Athéna. Mais cette domination porte en elle le poids d'un fardeau immense. La grandeur de Périclès touche à son zénith, et avec elle s'annonce déjà la tempête. Car plus un empire s'élève haut, plus la chute qui le guette sera vertigineuse. Derrière la figure imposante du stratège et de l'orateur se cache un homme plus secret, plus complexe. Périclès, que la foule acclame comme le père de la démocratie athénienne, mène une vie personnelle marquée par la passion, l'intelligence, mais aussi la douleur. Sa destinée privée, souvent méconnue, éclaire d'un jour nouveau l'humanité, de celui qui incarna le pouvoir absolu de la raison. Car si son nom reste lié à l'architecture, à la politique et à la guerre, son cœur, lui, fut profondément marqué par l'amour et les épreuves. Né dans une famille aristocratique, Périclès avait été marié jeune à une femme issue d'un milieu influent d'Athènes. Ce mariage arrangé, conforme aux traditions, n'apporta jamais l'harmonie espérée. Leur union fut marquée par la distance, par un manque d'affinités intellectuelles et émotionnelles. Dans une société où les femmes étaient rarement considérées comme des partenaires de dialogue, il souffrait sans doute d'un isolement intime. Il eut d'elle 2 fils, Xanthippe et Paralos, mais leur relation fut souvent tendue. L'homme public, accaparé par les affaires de l'État, ne trouvait que peu de place pour la tendresse familiale. Sa maison, pourtant animée par le prestige, restait froide. Puis un jour, une rencontre bouleversa sa vie. Elle s'appelait Aspasie, venue de Milet, une cité d'Ionie célèbre pour son raffinement culturel. Belle, cultivée, d'une intelligence aiguë, elle n'avait rien de commun avec les femmes athéniennes soumises au silence et à la discrétion. Aspasie parlait, argumentait, enseignait même la rhétorique, un art que peu d'hommes osaient lui contester. Elle vivait en marge des conventions, en position d'étrangère, de courtisane peut-être, mais aussi de philosophe. Périclès en fut d'abord intrigué, puis conquis. Leur relation fit scandale. Comment le plus grand homme d'Athènes pouvait-il aimer une femme étrangère, sans statut légal, et qui osait s'exprimer parmi les hommes?
Mais Périclès, fidèle à sa pensée indépendante, ne céda pas aux pressions. Il la reçut chez lui donna une place dans son foyer et bientôt dans sa vie publique. Aspasie devint sa compagne, sa confidente, sa conseillère. On raconte qu'elle participait à ses conversations politiques, qu'elle révisait ses discours, et que certains des plus fameux d'entre eux porteraient son empreinte subtile. Platon, dans ses dialogues, évoquera plus tard cette influence. Pour lui, Aspasie était l'égale des plus grands sophistes de son temps. Elle enseignait la dialectique à Socrate lui-même, disait-on, et inspirait les penseurs par son esprit libre. Périclès, en la plaçant à ses côtés, brisait les barrières du conformisme athénien. Leur union-haine n'était pas seulement une histoire des amours, était la rencontre de deux intelligences, de deux sensibilités également audacieuses. Dans le cercle qu'elle tenait chez elle, se réunissaient les hommes les plus brillants d'Athènes, philosophes, artistes, politiques, pour débattre des idées, de la morale, de la beauté. Mais cette passion attisa la jalousie et la haine. Les adversaires de Périclès virent en Aspasie une faiblesse, une porte par laquelle ils pouvaient l'atteindre. On l'accusa de corrompre les mœurs, d'avoir perverti les femmes athéniennes, d'inspirer des politiques contraires aux dieux. Ces calomnies culminèrent dans un procès retentissant, où elle fut accusée d'impiété et de débauche. Périclès, ému aux larmes, chose rare chez lui, plaida lui-même sa cause devant le tribunal. Par son éloquence, il parvint à la sauver, mais l'épisode laissa une cicatrice profonde. Derrière le stratège au regard froid se cachait un homme vulnérable, prêt à tout pour défendre celle qu'il aimait. Cette affaire révéla une facette plus intime de Périclès, celle d'un être capable de émotion, de fidélité et de tendresse. Aspasie demeura sa compagne jusqu'à la fin. Leur union donna naissance à un fils, Périclès le jeune, qu'il aimait profondément mais qui, en raison de sa naissance illégitime, fut longtemps exclu de la citoyenneté. Ce fils plus tard deviendrait lui aussi général, comme son père, mais connaîtrait un destin tragique. À côté de ce bonheur fragile, Périclès dut affronter d'autres drames familiaux. Ses fils légitimes, Xanthippe et Paralos, élevés dans le luxe et la renommée, se montrèrent souvent ingrats et rebelles. Ils reprochaient à leur père sa sévérité et son absence. Les relations s'envenimèrent avec le temps, jusqu'à la rupture. Et pourtant, dans le cœur de Périclès, le poids de ces tensions ne faisait qu'ajouter à la mélancolie d'un homme partagé entre devoir public et solitude intime. Ses contemporains le décrivaient comme calme, réservé, d'une dignité presque distante. On disait qu'il ne riait jamais en public, qu'il se gardait de toute familiarité. Mais ceux qui le connaissaient vraiment, ceux qui pénétraient son cercle privé, voyaient un homme attentif, aimant les arts, sensible à la musique et à la beauté du discours. Il trouvait dans la philosophie et dans la conversation avec Aspasie un apaisement que la politique ne pouvait lui offrir. Elle, plus vive, plus émotive, apportait à sa raison une chaleur humaine, un souffle vital. Leur couple, improbable et harmonieux à la fois, incarne la rencontre entre la pensée et la passion, entre la mesure grecque et la liberté ionienne. Pourtant, la société athénienne ne cessa jamais de les juger. Elle, amour de Périclès pour une étrangère, heurtait les lois mêmes que il avait contribué à renforcer, notamment celles restreignant la citoyenneté aux enfants nés de deux parents athéniens. Cette contradiction lui sera douloureusement renvoyée par le destin. Lorsque la peste frappera Athènes quelques années plus tard, il perdra ses deux fils légitimes. Brisé par le chagrin, il demandera que son fils avec Aspasie, jusque-là exclu, soit reconnu comme citoyen afin de perpétuer son nom. L'Assemblée, émue par la détresse du grand homme, fera une exception. Le dernier fils de Périclès deviendra athénien. Ce geste, à la fois politique et intime, montre combien le destin public et privé de Périclès était étroitement lié. Derrière l'homme d'État, on découvre un père endeuillé, un amant fidèle, un être humain en quête d'équilibre entre raison et émotion. La froideur qui lui valut le surnom d'Olympien n'était peut-être qu'un masque, une carapace nécessaire pour protéger un cœur trop sensible aux blessures du monde. Dans le regard d'Aspasie, Périclès trouvait le miroir d'une humanité que la politique lui refusait. Qu'elle lui rappelait que la grandeur ensimaskin a de sens que si elle est skin accompagne de compassion. À travers elle, il apprenait que la beauté n'est pas seulement dans les temples et les discours, mais aussi dans la tendresse partagée,
dans les moments silencieux entre deux âmes unies par le même amour de la sagesse. Cette dimension intime éclaire autrement la figure du stratège. Elle nous révèle que, derrière les murailles de l'Acropole et les trières de la flotte, il y avait un homme traversé par les mêmes doutes, les mêmes désirs et les mêmes douleurs que tout être humain. Un homme qui, au sommet de sa gloire, savait aussi ce qu'il en coûte d'aimer, de perdre et de rester debout malgré tout. Sous les marbres étincelants de l'Acropole et la lumière éclatante de l'H'd'or, les fissures commencent à se former. Athènes, à son apogée, est admirée autant qu'elle est redoutée. Sa puissance économique, sa flotte invincible et son prestige culturel attisent jalousies et rancunes. Le monde grec, composé d'une multitude de cités jalouses de leur indépendance, supporte mal la domination d'une seule. Derrière les apparences de paix, une tension insidieuse grandit, tissant lentement la toile d'un conflit inévitable. Depuis la création de la Ligue de Délos, Athènes a bâti un empire maritime presque sans partage. Elle contrôle les mers, impose des garnisons, prélève des tribus, dicte parfois même les régimes politiques de ses alliés. Cette hégémonie, que Périclès justifie au nom de la protection commune, est perçue par beaucoup comme une tyrannie. Sparte, gardienne des traditions et puissances terrestres du Péloponnèse, observe cette ascension avec inquiétude. Deux modèles du monde grec s'opposent. D'un côté, Athènes, ouverte, marchande, démocratique, tournée vers la mer et l'innovation. De l'autre, Sparte, austère, guerrière, conservatrice, repliée sur ses valeurs ancestrales. Au début, Périclès cherche à éviter le choc. Il connaît trop bien la nature destructrice d'une guerre entre Grecs. Il espère maintenir un équilibre fragile, où la puissance d'Athènes s'impose sans provoquer la peur. Mais la méfiance grandit. Chaque alliance, chaque geste diplomatique, chaque victoire athénienne est perçue comme une provocation. Sparte, entourée de ses alliés du Péloponnèse, commence à envisager la confrontation comme une nécessité pour préserver son influence. Les tensions s'enflamment d'abord loin du cœur de la Grèce, dans ses cités périphériques, où Athènes et Sparte soutiennent des camps opposés. À Mégare, à Corinthe, à Égine, les intérêts s'entrecroisent, les rivalités économiques se doublent d'affrontements idéologiques. Périclès tente de maintenir la diplomatie, mais la logique de la guerre s'installe peu à peu. Il comprend que la grandeur attire fatalement l'envie, et que la paix ne peut être préservée que par une autorité incontestée, une illusion dans un monde aussi fragmenté. Sparte, prudente mais décidée, réunit autour d'elle les cités hostiles à Athènes. Leurs griefs sont nombreux, tribus excessifs, interventions politiques, arrogance des ambassadeurs athéniens. L'empire de Périclès, construit au nom de la liberté, est désormais perçu comme une prison dorée. L'alliance péloponnésienne se renforce, prête à défier la puissance maritime d'Athènes. Pendant ce temps, à l'intérieur même de la cité, les opposants politiques de Périclès exploitent la situation pour miner son autorité. Ils l'accusent d'avoir provoqué la colère des dieux par son orgueil, d'avoir ruiné la Grèce par son ambition. Pourtant, Périclès reste fidèle à sa ligne, éviter la guerre tant que possible. Il sait qu'une confrontation directe avec Sparte serait dévastatrice. Athènes excelle sur mer, mais Sparte règne sur terre. Un affrontement total opposerait deux forces complémentaires et destructrices. Dans ses discours, il prêche la prudence. Il insiste sur la nécessité de consolider les alliances, de préserver les finances, de garder le moral du peuple. Mais les événements échappent à la raison. Le destin semble vouloir punir la démesure de l'empire athénien. La première grande crise éclate avec l'affaire de Corcyre, Corfou. Cette île, en conflit avec Corinthe, demande l'aide d'Athènes. Soutenir Corcyre, c'est défier Corinthe, allié de Sparte. Refuser, c'est perdre une position stratégique sur la mer Ionienne. Périclès choisit l'alliance avec Corcyre, misant sur la force navale. Ce choix, rationnel du point de vue stratégique, allume l'étincelle. Corinthe réagit avec fureur, Sparte s'en émeut, et le fragile équilibre grec se brise. Bientôt, une autre querelle, celle de Potidée, met le feu aux poudres. Cette cité, membre de la Ligue de Délos mais alliée de Corinthe, se révolte contre la domination athénienne. L'armée d'Athènes intervient, les combats éclatent. La guerre devient inévitable. Les deux blocs du monde grec se font face. La Ligue du Péloponnèse dirigée par Sparte
et l'empire athénien sous l'égide de Périclès. Mais avant de céder à la fatalité, Périclès tente encore un dernier effort diplomatique. Il envoie des émissaires à Sparte, proposant des négociations, des compromis, des traités. Il veut croire que la raison peut encore l'emporter. Les Spartiates, eux, exigent qu'Athènes rende aux cités leur liberté, qu'elle retire ses troupes, qu'elle renonce à son empire. C'est impossible. Périclès sait qu'abandonner la suprématie, ce serait trahir tout ce qu'Athènes a construit. Renoncer, c'est mourir politiquement. La tension atteint son paroxysme avec le décret de Mégare, une sanction économique imposée par Athènes à la petite cité voisine, alliée de Sparte. Ce blocus commercial, voulu par Périclès pour punir des provocations répétées, paralyse l'économie mégarienne et humilie le Péloponnèse. Pour Sparte, c'est la provocation de trop. En 431 avant notre ère, la guerre du Péloponnèse éclate. Le monde grec, autrefois uni face aux Perses, s'entre-déchire. Pour comprendre cette tragédie, il faut saisir la logique de Périclès. Il n'a pas voulu la guerre, mais il l'a rendue inévitable en défendant un système fondé sur la suprématie d'Athènes. Sa stratégie, purement défensive, repose sur la force de la flotte et sur les murailles de la ville. Il ordonne à la population de se réfugier derrière les longs murs, reliant Athènes au Pirée, convaincu que la cité, protégée et ravitaillée par mer, pourra résister à toute attaque terrestre. Mais cette politique, rationnelle sur le papier, se heurtera bientôt à la dure réalité humaine. Pendant que Sparte dévaste l'Attique, les Athéniens s'entassent dans les murailles, privés d'espace et de ressources. Les campagnes brûlent, les récoltes sont perdues, la colère monte. Le peuple, autrefois si confiant, commence à douter. Les opposants politiques accusent Périclès d'avoir provoqué le désastre par orgueil et obstination. Mais lui reste inflexible. Il sait qu'une guerre de longue durée est le seul moyen d'épuiser Sparte. Il demande patience, discipline, foi dans la cité. Cette patience, Athènes n'en aura guère le temps, car un autre ennemi invisible et impitoyable se prépare à frapper. Dans la promiscuité des murs et la chaleur de l'été, une épidémie commence à se propager. La peste d'Athènes, imprévisible et dévastatrice, changera tout. Mais à ce moment encore, Périclès tient bon, persuadé que la raison triomphera du chaos. Ainsi, à la veille de la catastrophe, Athènes vit encore sous le charme de son chef. Il incarne la dignité dans l'adversité, la foi dans les idéaux, la certitude que la grandeur se conquiert par la constance. Mais au-delà de la tribune et des murs, le destin tisse déjà la toile de la tragédie. Elle, homme qui fit Athènes la lumière du monde, S, apprête à affronter l'ombre. La guerre du Péloponnèse marque le tournant fatal du destin de Périclès. L'homme qui avait conduit Athènes à son apogée voit sa cité sombrer dans le chaos. Lui qui croyait en la raison, en la mesure, en la force civilisatrice de la culture, doit désormais affronter la brutalité du monde réel, la guerre, la maladie, la peur et la mort. Tout ce qu'il a bâti, la démocratie, la prospérité, la confiance du peuple, se trouve mis à l'épreuve dans un tumulte sans précédent. Lorsque les hostilités éclatent, Périclès garde son sang-froid. Il sait que la puissance d'Athènes repose sur la mer, non sur la terre. Sparte et ses alliés peuvent ravager les campagnes attiques, mais ils ne prendront jamais la ville, protégée par ses longs murs et ravitaillée par le Pirée. Sa stratégie, méthodique et défensive, vise à éviter l'affrontement direct. Il ordonne aux habitants des campagnes de se réfugier dans la cité, derrière les fortifications. Là, ils seront en sécurité, du moins le croient-ils. Mais cette concentration humaine s'avère désastreuse. Des dizaines de milliers de paysans, artisans et familles entières affluent dans Athènes. Les rues débordent, les maisons se transforment en abris de fortune, les temples en hôpitaux improvisés. L'air devient irrespirable, les ressources s'amenuisent. Dans cette promiscuité, un fléau invisible commence à circuler. La peste d'Athènes frappe sans pitié. Nul ne sait d'où elle vient, d'Égypte, de Libye, peut-être d'Éthiopie. Elle se propage à une vitesse terrifiante. Les premiers symptômes, fièvre, soif, éruption, délire, se transforment rapidement en agonie. Le médecin meurt en soignant son patient. Les prêtres tombent au pied des autels. Thucydide, qui fut lui-même malade, en a laissé une description saisissante. Les morts s'entassent, la peur efface la morale, la cité perd son âme.
Pour Périclès, c'est une épreuve d'une cruauté inouïe. Il voit s'effondrer le modèle qu'il avait bâti sur la raison et la discipline. La peste ne distingue ni riche ni pauvre, ni sage ni fou. Elle frappe les soldats comme les citoyens, les enfants comme les vieillards. Athènes, autrefois si fière, devient un champ de désolation. Les rituels funéraires sont abandonnés, les cadavres brûlent à la hâte. Le peuple, désespéré, cherche des coupables. Et, comme souvent dans les crises, c'est vers le pouvoir que se tournent les accusations. Périclès est tenu pour responsable. Ses adversaires politiques l'accusent d'avoir provoqué la guerre, d'avoir attiré la colère des dieux. Le peuple, qui l'avait autrefois vénéré, se retourne contre lui. Les murmures deviennent clameurs. On exige sa destitution, voire son procès. Pourtant, malgré la douleur et l'épuisement, il reste droit. Il ne cède ni à la colère, ni à la peur. Dans ses rares apparitions publiques, il parle avec une gravité nouvelle, presque prophétique. Il rappelle aux Athéniens que la grandeur se mesure dans l'adversité, que la cité ne doit pas renoncer à ses idéaux sous prétexte de souffrance. Ses discours ne cherchent plus à séduire, mais à élever. Ce n'est plus le Périclès triomphant, l'Olympien sûr de lui, mais un homme brisé, habité par une force intérieure silencieuse. Il sait qu'il ne peut vaincre la peste, ni les dieux, ni la fatalité. Il ne lui reste que le courage de tenir. Ce courage, paradoxalement, deviendra l'un des aspects les plus admirés de sa légende. Même ceux qui l'avaient haï reconnaissent sa dignité. Il refuse de fuir, refuse de se protéger plus que les autres. Il vit et souffre parmi son peuple, partageant son sort. Les tragédies personnelles viennent s'ajouter à la catastrophe publique. Ses deux fils légitimes, Xanthippe et Paralos, meurent de la peste. Ces pertes le frappent au cœur. L'homme d'État devient un père en deuil, un vieillard au regard vide. Thucydide raconte que, lorsqu'il fit déposer la couronne funéraire sur le corps de Paralos, Périclès éclata en sanglots. Un moment d'humanité rare chez celui qu'on disait impassible. La douleur le consume, mais il continue à gouverner, conscient que son devoir ne s'éteint pas avec ses proches. À ce chagrin s'ajoutent les intrigues. Les démagogues profitent de la crise pour s'emparer de l'opinion. Cléon, tribun du peuple, incarne la nouvelle génération de politiciens bruyants et populistes. Il accuse Périclès de faiblesse, de lenteur, de détachement. Il promet vengeance, gloire et victoire, là où le vieux stratège prêche prudence et raison. Le peuple, avide de solutions immédiates, écoute ces voix enflammées. Périclès est écarté du pouvoir pour un temps. Il subit même une amende. Ce geste symbolique montre à quel point Athènes a changé. La cité qui lui devait tout se retourne contre lui au moment où elle a le plus besoin de sa sagesse. Mais le tumulte politique ne dure pas. Rapidement, les Athéniens réalisent leur erreur. La situation empire, la peste continue, les campagnes restent dévastées. Alors, par un retournement typiquement humain, il rappelle Périclès à la tête de la cité. Malgré la maladie, malgré la lassitude, il accepte. Il revient non pour reconquérir le pouvoir, mais pour apaiser la tempête. Dans ces dernières années, son rôle devient presque symbolique. Il ne dirige plus un empire triomphant, mais une cité blessée. Il tente encore de préserver l'essentiel, la dignité, la cohésion, la foi dans les institutions. Même affaibli, il reste la conscience morale d'Athènes. Sa voix, posée et lucide, contraste avec les cris des démagogues. Il comprend que la grandeur véritable ne réside pas dans la victoire militaire, mais dans la capacité à demeurer juste au milieu du désastre. La peste, cependant, ne l'épargne pas. Lui aussi finit par tomber malade. Les symptômes apparaissent, la fièvre monte, et le grand Périclès qui avait résisté à toutes les tempêtes s'éteint lentement. Avant de mourir, il aurait contemplé les récompenses et les honneurs accumulés au fil de sa carrière, puis murmuré à ses proches « Aucun de ces trophées ne me rend fier. Ce dont je suis le plus heureux, c'est qu'aucun Athénien n'a jamais porté le deuil à cause de moi. » Ces mots simples et nobles résument toute sa philosophie. Le pouvoir N a de valeur que il n'en écrase pas les hommes. Sa mort en 429 avant notre ère laisse Athènes orpheline. Les démagogues reprennent le dessus, la guerre s'intensifie, la cité s'enfonce dans la tourmente. Mais le souvenir de Périclès subsiste, comme une lumière vacillante dans la nuit. Même ses ennemis reconnaissent en lui une grandeur morale inébranlable. Il incarne l'idée que la politique peut être un art de la sagesse et non seulement de la conquête.
Dans ces dernières années, la figure de Périclès se transforme. L'homme politique devient une légende, presque une conscience collective. Les Athéniens se souviendront de lui comme du dernier dirigeant à avoir uni la raison, la culture et la justice dans un même idéal. Sa mort marque la fin d'une époque, celle où Athènes croyait encore que la beauté pouvait guider la puissance. Ainsi s'éteint Périclès, au moment où la cité comme il avait élevé à la gloire commence sa lente descente vers la tragédie. Il laisse derrière lui un héritage immense, fait de pierres et d'idées, de chefs-d'œuvre et de principes. Et si la peste a emporté son corps, son esprit, lui, survivra dans la mémoire d'Athènes et dans celle de l'humanité tout entière. La mort de Périclès en 429 avant notre ère marque une rupture profonde dans l'histoire de chez Athènes. La cité qui avait connu l'éclat de l'âge d'or, guidée par la sagesse et la vision d'un homme, se retrouve brusquement privée de son chef. Celui qui avait su unir les citoyens autour de la culture, de la démocratie et de la puissance militaire disparaît, alors que la guerre du Péloponnèse bat son plein et que la peste a déjà ravagé une grande partie de la population. Le vide laissé par Périclès est immense, et la cité, privée de son esprit directeur, s'enfonce dans le chaos. La démocratie athénienne, autrefois portée par l'influence morale et intellectuelle de Périclès, se fragilise. Les démagogues, profitant de l'absence de la voix tempérée du stratège, prennent le contrôle des assemblées. Cléon et ses partisans, moins prudents et plus belliqueux, imposent une politique agressive, accentuant le conflit avec Sparte et ses alliés. Les décisions impulsives remplacent la stratégie réfléchie et chaque victoire militaire se paie d'un coût humain et matériel exorbitant. Athènes, qui avait su se hisser au-dessus de ses rivales grâce à la vision équilibrée de Périclès, s'enfonce progressivement dans la guerre totale et dans la destruction de ses propres ressources. Les conséquences sont terribles pour le peuple. Les campagnes sont pillées, les récoltes perdues, les villes proches du Pirée exposées aux raids. Les Athéniens, qui avaient autrefois trouvé dans les murs de la cité un refuge sûr, voient leur sécurité compromise. La famine, les maladies et le désespoir frappent les populations entassées dans les fortifications. Le prestige de la cité, qui rayonnait dans tout le monde grec, s'effrite sous les coups de la guerre et de la calamité. Pourtant, l'influence de Périclès ne disparaît pas avec sa mort. Ses réformes institutionnelles, ses principes de gouvernance et ses projets culturels continuent de structurer la cité. Les murs, les temples, le Parthénon, les œuvres de Phidias et l'organisation des institutions démocratiques restent comme des fondations solides, rappelant que la grandeur peut perdurer même lorsque le guide n'est plus là. Les Athéniens se rappellent les discours et la méthode de Périclès. La raison, la mesure et elle, attention à elle, intérêt commun, restent des repères dans un contexte de chaos et de violence. L'héritage de Périclès ne se limite pas aux pierres ou aux lois. Il se manifeste aussi dans l'esprit de ceux qui cherchent à comprendre et à améliorer le monde. Les philosophes, les artistes et les orateurs qui avaient bénéficié de son soutien continuent à réfléchir, à créer et à enseigner. L'idée qu'une cité peut conjuguer beauté, culture et pouvoir politique perdure et inspire non seulement les générations athéniennes, mais aussi l'ensemble du monde grec et plus tard la civilisation occidentale. Sur le plan militaire, Athènes souffre de l'absence de Périclès. Sa stratégie défensive et sa capacité à anticiper les mouvements de Sparte manquent cruellement. Les généraux qui lui succèdent manquent souvent de la patience et de la vision nécessaires pour équilibrer force et prudence. Les victoires se succèdent, mais à un coût humain élevé et sans gain durable. La guerre du Péloponnèse devient une épreuve longue et destructrice, où la cité perd sa population, sa richesse et son influence. Malgré tout, l'esprit de Périclès survit dans la mémoire collective. Ses concitoyens se souviennent de son éloquence, de son courage face aux épreuves, de son sens du devoir et de la justice. Même dans la tourmente, il reste un modèle de leadership raisonné et moral. Les générations suivantes le prennent, pour exemple, non seulement comme stratège ou politicien, mais comme symbole de ce que la démocratie et la culture peuvent accomplir lorsqu'elles sont guidées par l'intelligence et la mesure. L'impact de son héritage dépasse le domaine politique. La ville continue d'être un centre culturel et intellectuel, même si la guerre et les crises successives en diminuent le rayonnement. Les philosophes, historiens, dramaturges et orateurs qui ont été influencés par Périclès poursuivent leurs œuvres. L'architecture,
les institutions et la pensée qu'il a promues deviennent des références permanentes, transformant Athènes en un modèle de civilisation pour le monde entier. Enfin, la disparition de Périclès rappelle la fragilité des grands hommes et des cités. Même la plus brillante des visions ne peut prévenir toutes les tragédies. La guerre, la maladie et la discorde humaine montrent que le génie politique et la culture sont toujours confrontés aux forces imprévisibles de l'histoire. Mais l'exemple de Périclès prouve aussi que le leadership fondé sur la raison, éthique et amour de la cité, peut laisser un héritage qui transcende les catastrophes immédiates. Ainsi, malgré la chute progressive d'Athènes après sa mort, l'idéal péricléen continue de nourrir l'imagination des hommes. La beauté, la liberté et la responsabilité civique restent des aspirations qui traversent les siècles. Périclès, par sa vision et sa conduite, enseigne que la grandeur d'une cité ne se mesure pas seulement à ses victoires militaires ou à sa richesse, mais à la capacité de ses citoyens à penser, à créer et à gouverner avec justice. L'héritage de Périclès, à travers les pierres, les institutions et l'esprit des hommes, continue d'inspirer ceux qui croient en la raison et à la grandeur humaine. Sa mort laisse un vide immense, mais aussi une lumière durable. L'idée que la civilisation, guidée par l'intelligence et la culture, peut atteindre des sommets de beauté et de justice, même au milieu de l'adversité. L'héritage de Périclès dépasse largement les frontières de son temps et de sa cité. Athènes, qui avait atteint l'apogée de sa puissance sous son égide, continue de fasciner le monde entier grâce aux réalisations qu'il a initiées. Le Parthénon, les temples majestueux et les monuments publics demeurent comme des témoignages permanents de sa vision. Une cité où la beauté architecturale, l'ordre civique et l'épanouissement intellectuel se conjuguent. Ces œuvres ne sont pas de simples constructions, elles incarnent une idée, celle que la grandeur humaine peut s'exprimer à travers l'art, la culture et l'engagement collectif. Sur le plan politique, Périclès a profondément marqué la conception de la démocratie. Son régime n'était pas parfait, loin de là, et comportait des contradictions, notamment l'empire maritime qui reposait sur la soumission de certaines cités alliées. Mais il établit des principes fondamentaux. La participation des citoyens, le débat public, la primauté de la loi et l'égalité devant celle-ci pour les citoyens athéniens. Ces fondements inspireront des générations futures de la pensée politique grecque classique aux théoriciens de la démocratie moderne. La notion que le peuple peut gouverner et que la puissance doit être accompagnée de responsabilités trouve ses racines dans les institutions qu'il a consolidées. Mais l'influence de Périclès ne se limite pas aux structures politiques. Il fut un mécène éclairé, un protecteur des arts et de la pensée. Sous son impulsion, les philosophes, les poètes, les dramaturges et les artistes prospérèrent. Sophocle, Euripide, Phidias et Anaxagore reçurent la reconnaissance et le soutien nécessaires pour transformer Athènes en centre intellectuel de l'Antiquité. La cité devint un foyer où les idées se confrontaient, où la culture était valorisée comme moteur de la société. Cette approche, qui considère l'art et la réflexion comme essentielles à la grandeur de la cité, a influencé toute la civilisation occidentale, depuis la Renaissance jusqu'aux idées modernes, sur l'éducation et la culture civique. La postérité de Périclès se manifeste également dans la mémoire collective. Les historiens, comme Thucydide, ont consacré des pages à sa figure, soulignant non seulement son rôle politique, mais aussi ses qualités morales et intellectuelles. Il est devenu un symbole du leadership raisonné, capable de conjuguer ambition, responsabilité et vision à long terme. Son image a traversé les siècles, inspirant les penseurs, les écrivains et les dirigeants qui cherchaient à concilier pouvoir et éthique, force et humanité. La cité qu'il a transformée continue de rayonner. L'Acropole, achevée sous sa supervision, demeure le point focal de la mémoire historique et culturelle. Les monuments et les œuvres des arts, car il a encouragé, ne sont pas de simples reliques, ils incarnent un idéal. Cet idéal repose sur la conviction que la liberté, la beauté et l'intelligence peuvent coexister, que la démocratie ne se réduit pas à un mécanisme politique, mais doit s'accompagner de culture et de responsabilité morale. Périclès a aussi légué une leçon sur les limites et les risques du pouvoir. La guerre du Péloponnèse, la peste et les tensions internes montrent que même le plus grand des stratèges et des visionnaires ne peut contrôler tous les aspects de l'histoire.
Mais cette humanité, cette confrontation avec les épreuves, rend son héritage plus crédible et plus inspirant. Il enseigne que le leadership ne consiste pas seulement à accumuler des succès, mais à savoir guider dans les moments de crise, à maintenir la cohésion, la dignité et la vision face à l'adversité. À travers les âges, les principes de Périclès continuent d'influencer la pensée politique et la culture. Ses idées sur la citoyenneté, la participation et l'éducation civique trouvent des échos dans les démocraties modernes. Ses réalisations artistiques et architecturales servent de modèles intemporels pour ceux qui cherchent à allier fonction et beauté, utilité et élévation spirituelle. Il a montré que le progrès politique et culturel pouvait marcher de concert, que la cité idéale N n'était pas un rêve abstrait, mais un objectif à poursuivre par elle, action réfléchie et la vision collective. Enfin, son nom reste associé à un idéal universel, celui d'une civilisation capable de raison, de beauté et de justice. Périclès a rêvé d'une cité où l'homme, en tant qu'être pensant et créatif, pouvait exprimer pleinement sa nature, tout en vivant dans une communauté guidée par la loi et le respect mutuel. Cet idéal, malgré les limites et les contradictions de son temps, continue de résonner aujourd'hui. Ainsi, Périclès demeure bien plus qu'un homme d'État ou un stratège militaire. Il est le symbole d'une vision ambitieuse et éclairée, où la puissance politique et l'épanouissement culturel s'entrelacent. Son héritage traverse les siècles, de l'acropole aux institutions modernes, de la philosophie antique aux idéaux démocratiques contemporains. Il nous rappelle que la grandeur d'une cité, et celle des hommes qui la composent, se mesure autant à la beauté qu'à la justice, autant à la sagesse qu'à la liberté. En somme, Périclès a construit non seulement des monuments et des lois, mais un modèle de civilisation, une inspiration intemporelle. Son nom résonne encore au jour, lui comme celui d', un homme qui rêva d'une cité idéale, où la beauté et la liberté marcheraient ensemble à travers les siècles défiant le temps et les vicissitudes de l'histoire.